C'est une nouvelle semaine qui s'ouvre sur les grandes gueules Moyen-Orient. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce lundi 8 mars. Voici nos débats du soir. Un vent de liberté souffle sur Israël. Restaurants, cafés, concerts, spectacles et même avions pour certains étrangers. Alors l'État hébreu a-t-il réussi son pari ou faut-il craindre, comme après les 2 premiers confinements, un retour de bâton? Ce sera notre premier débat au pays de Bibi. C'est un procès historique et sous haute tension qui s'ouvre cette semaine. Celle du policier qui a tué George Floyd. Les images de cet Afro-Américain agonisant 9 minutes ont fait le tour du monde, tout comme le slogan « Je n'arrive pas à respirer ». Mais les manifs à travers le monde ont-elles produit les changements espérés? Ou la récupération politique a-t-elle eu raison de la lutte antiraciste? Grand débat des GGMO ce soir. Enfin, ce 8 mars, journée internationale du droit des femmes, nous posons sur la table les questions qui dérangent. N'y a-t-il pas un gouffre entre les revendications des féministes d'hier et celles d'aujourd'hui? Entre l'éviction des Monsieur Patates et autres écritures inclusives, la cause n'a-t-elle pas été dévoyée? Nous en parlerons. Et bonsoir à tous, bonsoir à nos grandes gueules de ce lundi soir, bonsoir Nani Aliwar, heureux de vous retrouver en cette journée de la femme et pas que, parce qu'on est heureux tous les soirs ensemble. Olivier Rafovitch, bonsoir, colonel de réserve de Tzal, spécialiste en communication de crise, Ali Wakel, bonsoir, directeur de la chaîne i24 News en arabe, et je salue avec nous également, en direct depuis Paris, écrivain et éditorialiste tous les lundis avec nous, bonsoir mon cher André Berkoff, heureux de vous retrouver en ce lundi soir. Bonsoir Benjamin. Et entrons tous ensemble et tout de suite au pays de Bibi. Mazal Tov, c'est le mot qu'ont dû entonner bon nombre d'Israéliens ces dernières 48 heures en retrouvant une vie quasi normale. Entre les restaurants, les hôtels, les avions et les spectacles qui rouvrent et 5 millions de personnes vaccinées, le pays semble avoir réussi son pari, sauf qu'une petite musique semble nous dire qu'il ne faut pas crier une victoire trop vite, Noémie. Oui, Benjamin, vous avez très certainement vu ces images qui ont rendu jaloux presque la planète entière. Ces tables de restaurants dépliées en terrasse, ces bars noirs de monde et ces concerts en plein air. C'était hier, jour qui a marqué le coup d'envoi de la 3e phase du déconfinement et acté la réouverture de nombreux secteurs de l'économie et par la même occasion un retour à la vie. Un enthousiasme forcément communicatif, mais peut-être à modérer si l'on en croit plusieurs responsables israéliens de la santé qui n'exclut pas la possibilité d'un 4e confinement, notamment pour les fêtes de Pessah qui auront lieu à la fin du mois. Parmi eux, le professeur Nachman H, coordinateur de la lutte contre le coronavirus, qui appelle à ne pas crier victoire trop tôt. Selon lui, il faudrait encore que 2 millions d'Israéliens supplémentaires se fassent vacciner pour atteindre l'immunité collective, sans parler de la possible apparition d'un nouveau variant qui serait résistant au vaccin. Alors parlons ensemble de ce modèle israélien. Le pari est-il réussi ou est-ce un modèle en trompe-l'œil? Avant de vous donner la parole, messieurs, j'aimerais saluer Anoush Salmani qui nous a rejoint et qui est avec nous comme tous les lundis soirs. Bonsoir ma chère Anoush, heureux de vous retrouver également. Alors, on va commencer le débat ici à Tel Aviv. Olivier Rafovitch, on ne va pas bouder notre plaisir. Israël a été présenté pendant de longs mois comme un pays modèle. Alors est-ce qu'il a remporté sa lutte contre le Covid-19? Ou alors ce parfum de bonheur autour du Covid sera suivi d'un immense retour de bâton? Bonsoir Benjamin. D'abord, je pense qu'Israël, c'est pas seulement le pays de Bibi, c'est la terre promise des vaccins. Je crois que c'est la nouvelle appellation d'Israël parce que le monde entier nous envie, il n'y a pas de vaccin à l'étranger. Ça, c'est du slogan, hein? Non, c'est pas du slogan, c'est une réalité israélienne. Alors, tout n'est pas parfait, mais ce qui est clair, c'est que le monde entier nous envie d'un côté, nous on critique parce que cette bonne guerre de critiquer, rien n'est parfait. D'ailleurs, aucun gouvernement n'a été vraiment capable de gérer cette crise de manière, je dirais, parfaite. Aucun. Maintenant, je pense que nous, en Israël, encore une fois, j'enlève les dissensions politiques et la campagne qui bat son plein jusqu'au 23 mars. Et bien sûr que cette bonne guerre de critiquer, moi-même, j'ai des critiques aussi. C'est enlever la campagne politique. Non, c'est pas bizarre, parce que justement, c'est très facile à l'intérieur du pays, dans une espèce de microcosme médiatique et politique, de vouloir chercher à chaque fois des raisons pour lesquelles on a fait ci, on a fait ça. De manière générale, je pense que, de manière générale et de manière, je dirais, presque... Comme par hasard, tout le monde ici en Israël a anticipé le fait qu'il va y avoir une ouverture à la veille des élections. Comme par hasard, si on faisait un pari auprès des Israéliens, sur le 9 millions, 8 millions et plus ont allé pari comme quoi M. Netanyahu allait ouvrir l'économie israélienne pour permettre aux Israéliens d'aller aux urnes avec les ventres pleins.
et avec un bon verre de bière et pour voter juste. En fait, ce que dit mais malheureusement pour M. Netanyahou, les Israéliens ne sont pas des cons et ils savent très bien que le lendemain des élections, on va commencer à parler de la date du nouveau reconfinement. À vous, reconfinement. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent, comme Ali Waked, au fond, il y a un petit parfum d'élection derrière, et c'est pour la campagne électorale et pour l'approche des élections. Tant que c'est un parfum, c'est génial. Que ce pourrait être une autre odeur, et c'est pas qui serait irrespirable. Là, c'est un parfum, donc on peut discuter le parfum, mais en tout cas, c'est un parfum. Ce qui est intéressant en Israël, par rapport au monde entier, moi, ça qui m'intéresse, c'est que j'ai des amis en France qui ont 80 ans, qui ne trouvent pas de vaccin, là, qui doivent trouver des combines pour aller se faire vacciner en cachette. En Israël, tout le monde est vacciné. Non, mais quand Ali Waked dit attendez. Et moi, j'ai des amis à la taille d'Israël où il y a 27 morts depuis le début de cette pandémie. Mais bon, je ne sais pas de quel pays tu parles, mais peut-être Chypre, par exemple. Chypre, bon, mais Nouvelle-Zélande, par exemple. D'accord. Mais bon, là-bas, il n'y a peut-être pas de problème du Covid, mais tant mieux pour eux. Il n'y a pas de problème. Attendez. Il n'y a pas de problème de procès juridique contre le Premier ministre. Vous savez qu'ici, il n'y a pas de problème de calcul politique. Il n'y a pas de problème de ministre qui fait face au chantage politique jour et nuit et soir. La grande différence, M. Netanyahou. La grande différence avec Chypre, c'est que nous sommes une puissance régionale, nous sommes presque 10 millions d'habitants, nous sommes un pays qui est dans une situation très particulière. Chypre est une île, je vous le rappelle, une vraie île. Enfin, juste un mot. Un mot et je vais entendre Paris après. Juste un mot. Je reste convaincu que dans cette crise du Covid-19, au-delà, j'ai bien dit, des problématiques internes israéliennes, nous sommes un véritable modèle pour le monde, et le monde, encore une fois, nous regarde avec des grands yeux. Encore une fois, je répète, moi-même, je suis surpris par la capacité logistique que Israël a eue pour, en moins de 2 mois, de vacciner 5 millions de personnes, et ce soir, avec beaucoup de plaisir, on vaccine également les Palestiniens qui viennent en Israël et en Judée-Samarie, et tant mieux. Et ceci est On est tous d'accord là-dessus, mais la crainte qu'on a, même de façon légitime, sans accuser Netanyahou, pardon Ali, c'est de se dire... Attendez-moi Ali, c'est important. Après les 2 premiers confinements, on s'est dit, ouf, c'est fini, il n'y en aura plus. C'est peut-être pas terminé. Il y a aussi cette impression-là, on se dit peut-être que maintenant, sans dire c'est du politique, que après ces bons résultats, on va se retrouver dans un mois à être obligé de refermer les frontières, de refermer les salles de spectacle, de refermer les restaurants. Attendez, mais tout est possible. Nous sommes face à une situation qui est tout à fait nouvelle. Mais c'est tellement, franchement, hein, c'est naïf, c'est facile, c'est du petit jeu de votre part, Monsieur Ali Waked, d'utiliser cette politique classique, cette critique classique. Oui, très classique et très facile. Moi, j'attends. Parce que comme par hasard, chaque fois, à la veille du procès, il y a un reconfinement. Donc pour les 2 heures, bien. Mais j'aimerais entendre Paris. Messieurs, j'aimerais entendre Paris. Le Covid n'est quand même pas une invention de Netanyahou. On est quand même d'accord. On est d'accord ? On est d'accord ? Oui ou non ? Absolument. Merci. Bien. Passons la parole à Paris. André Berkoff, parce qu'on va rappeler qu'au même moment, en France, on va rappeler que la campagne de vaccination s'est brusquement accélérée ce week-end. On a compté 130 morts en 24 heures et le nombre de patients en réanimation est même plus haut depuis le mois de novembre. Alors est-ce que vous, André, ça vous donne espoir quand vous voyez Israël sortir peu à peu du Covid, ou alors ça vous fait rager vu de Paris ? Alors d'abord, je vous adore parce que j'ai eu l'impression, en vous entendant, d'être en France entre un député LREM et un député mélenchoniste ou autre qui dit « Mais oui, vous allez voir, ça va durer jusqu'aux élections. On va faire que Macron, il nous fait expressément traîner pour effectivement se faire réélire. Et après, on verra ce qu'il fait. » Ah, mais absolument. Il y a des parallélismes très intéressants là-dessus. Vous vous rappelez que Macron a été le seul à ne pas vouloir reconfiner. Donc, en tout cas, très, très beau parallèle. Maintenant, sur le... Mais Mélenchon, c'est l'autre, André. Dire. Ah. Mélenchon, c'est l'autre. Quoi? Ah mais là, je ne trancherai pas. Ah, mais c'est important comme question, André. Qui est Allez-y, André. Non, mais c'est formidable parce qu'effectivement, il y a toujours une dimension politique. Et la dimension politique, elle est en Israël, elle est en France, elle est partout. Surtout que nous avons, nous, comme vous savez, et les élections présidentielles, c'est dans 1 an. Et c'est l'élection avec un grand E. Pour revenir au Covid, etc., effectivement, il y a une accélération. Mais chez nous, vous savez, chez nous en France, ça procède toujours en accordéon contradictoire. Ils ont ouvert les vaccinodromes. Formidable, extraordinaire. Il y a eu 630 000 vaccinations en plus. Et puis ce soir, ils les ont fermés. Deuxièmement, ils ont dit aux médecins généralistes, allez-y, vous allez
allez pouvoir vacciner. On leur a amené des millions de doses. Aujourd'hui, ils disent, ah non, maintenant vous en avez eu assez, maintenant c'est les pharmaciens. Alors, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'on attend tous que ça marche. Qui n'a pas envie que ça marche? Qui n'a pas... Et là, du point de vue Israël, quand même, a fait une politique, en tout cas, vraiment très intéressante, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous êtes mobilisés, mais vous avez l'habitude de vous mobiliser. Vous mobilisez, vous savez ce que c'est. Nous, on va voir, il y a effectivement 3 millions de Français qui ont déjà été vaccinés sur 65 millions, enfin, je ne prends pas aux enfants, on va voir très très vite, à mon avis, ce qui va se passer, mais incontestablement, c'est parti pour un non-reconfinement, en tout cas pour le moment, ça c'est clair. C'est parti aussi pour dire, commençons à ouvrir, en tout cas, les beaux temps arrivent, le soleil arrive, donc les terrasses, donc etc. Tout le monde penche vers un retour, je ne dis pas à la normale, hein, on est loin du compte, mais quand même un retour à quelque chose de plus apaisé, de plus supportable. Ouais, alors regardez par exemple, quand on parlait de retour aux terrasses, retour à une vie supportable, regardez ce qui s'est passé ce week-end. J'y étais d'ailleurs, je ne pensais pas que ce serait un moment historique, mais j'y étais. Au milieu de tous ces spectateurs, ça s'est passé vendredi après-midi, le concert du chanteur israélien Ivry Leader. C'est une première au monde, un concert avec dans la salle uniquement des spectateurs vaccinés, portant un masque, et puis c'était aussi une première en Israël tout court depuis un an, de retrouver un concert. Quand vous voyez ça à Bnous, par exemple, vous dites quoi? C'est un beau modèle, c'est ce qu'il faut suivre aussi ensemble, ou alors ça vous effraie? Non mais ça m'effraie de rien du tout, avec ou sans masque, dans une salle de spectacle, en plein air, enfermé, mais qu'importe, bien sûr que c'est un modèle. Je veux dire, objectivement, aujourd'hui, l'un des pays qui a le mieux vacciné, c'est évidemment Israël. Vous savez, moi, depuis le début de la pandémie, je crois que je n'arrête pas d'utiliser cette expression, c'est à la fin du bal qu'on paye l'orchestre. Le bal n'est pas encore fini, mais on peut considérer que là, à la mi-temps, Israël a fait du bon boulot. La campagne de vaccination a marché. Preuve en est de la libération des gens, des cafés, des concerts. Après, évidemment, ça fait quand même là maintenant quelques temps que les spécialistes, les épidémiologistes, les infectologues nous disent que la Covid va de plus en plus ressembler à la grippe et que tout virus, par principe, à partir du moment où il est en vie, il mute, il va continuer à muter, et que, ayant la base du vaccin, nous allons nous adapter au vaccin. Donc là arrive ce grand mot qui est l'anticipation. Mais pardon, je tiens à faire remarquer que jeudi dernier, le chancelier autrichien Sebastian Kurz et la première ministre danoise Mette Frederiksen se sont déplacés en Israël, pas seulement pour les féliciter de la réussite de leur campagne de vaccination, mais justement pour penser au vaccin deuxième génération, à la recherche, à la production, à la distribution. Donc quoi qu'il arrive, même si Ali Waked est persuadé qu'il y aura un 4e confinement, reconfinement, etc., il y a quand même une réalité qu'elle on peut voir, c'est que là, il y a quand même le seul pays qui fait une tentative d'anticipation, c'est Israël, et on voit bien 2 pays européens qui y vont pour apprendre comment on fait et pour eux-mêmes se mettre sur le rang. La technologie israélienne était avancée avant M. Netanyahou, elle sera après M. Netanyahou. Mais je vous parle. Mais non, mais moi, pardon, mais votre politique, je parle pas de ça. C'est vraiment que concrètement, c'est un modèle et que c'est bon. Je pense qu'à part de mauvaise foi, on a quand même compris qu'on n'en avait pas fini et qu'il fallait des vaccins deuxième génération. Il ne se fera peut-être qu'une seule injection, mais que tous les ans ou tous les 2 ans, comme pour la grippe, il faudra se faire vacciner pour pouvoir continuer à vivre normalement et sans être confiné, reconfiné, couvre-feu, pas couvre-feu. Donc voilà, honnêtement... Le Covid devient la grippe saisonnière, quoi. Depuis le début, là j'ai l'impression que ça marche. Oui, c'est ça. Ça devient la grippe saisonnière, oui. Oui, de plus en plus. La grippe saisonnière, effectivement, juste un mot là-dessus. Ce qui est quand même fascinant dans cette histoire, encore une fois, c'est trop tôt pour dire si on a gagné la partie ou pas. C'est trop tôt, c'est clair, on espère que ça. Mais vous savez, on a parlé, effectivement, Abnous parlait des ministres de Danemark, d'Autriche, qui sont venus en Israël. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la thérapie génique ouvre, pas seulement sur le Covid, mais sur le cancer, sur des tas d'autres maladies, ouvre des horizons extraordinaires, il faut le savoir. C'est-à-dire, et là, il y a quelque chose qui se passe de passionnant sur le plan de la science, sur le plan de la médecine, et il faut dire, et c'est toujours pareil, ce sont les crises, évidemment, qui
Il les révèle. Pour avancer la science, la technologie et tout ça. Benjamin, quand on parle du chancelier autrichien, on parle du populisme. Quand on parle de M. Netanyahu, on parle aussi de populisme. Et c'est populiste de réouvrir l'aéroport israélien quand les institutions israéliennes se plaignent qu'il n'y a pas suffisamment de bracelets électroniques pour poursuivre ceux qui atterrissent tous les jours en Israël. Non, je ne parle pas des bracelets. Vous savez, il faut trouver d'autres moyens. Mais comment est-ce que vous ont réouvert l'aéroport sans pour autant avoir des méthodes suffisantes pour pouvoir poursuivre ces gens? Est-ce qu'ils ont apporté avec eux des cadeaux qui s'appellent les variants sud-africains ou brésiliens? Donc pour vous, il fallait continuer avec les hôtels Corona ou pas laisser rentrer les étrangers? Il fallait prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les Israéliens de ces 3000 personnes que M. Netanyahou a décidé de les laisser atterrir en Israël. Pour les élections. Moi, je pense que... Un mot, Olivier, on conclut ce débat. Non, je pense que l'erreur de ce débat de votre part, Ali, c'est pas du tout Netanyahou le sujet ce soir. C'est les vaccins en Israël et la politique israélienne par rapport à cela. Et moi, je pense que ce qui sort de tout cela, à mi-temps, comme l'a dit Amnous, et je suis d'accord, et André également, c'est que à l'heure où nous parlons, le seul pays au monde dans lequel vous vivez, dans lequel je vis également, que nous vivons tous, est un pays qui est à la pointe du système de la vaccination. Il y a des erreurs, mais ce sont des erreurs qui sont minimes à côté des manquements et à côté des problématiques gravissimes. Encore une fois, la France est un grand pays, c'est la 6e puissance mondiale. La France est très en retard dans ce domaine-là, et heureusement, il n'y a pas encore de choc par rapport à ce manque de vaccins, mais ça aurait pu être une catastrophe. Mais vous dites que c'est Israël aujourd'hui le grand gagnant mondial. Mais je pense, juste un mot, je pense que, juste par rapport à cela, juste un mot très court. Moi, je suis très surpris par une chose. Effectivement, comme l'a dit Amnous, nous avons eu la visite de 2 premiers ministres, d'un chancelier d'Europe quelque part, pour collaborer avec Israël pour les vaccins. Mais cette même Europe, d'un autre côté, critique Israël. Donc il faudrait qu'à un moment donné, l'Europe, n'est-ce pas, choisisse son camp. Parce que c'est bien qu'Israël soigne l'Europe, mais ce serait bien aussi que l'Europe soit un peu moins anti-israélienne. Ce que vous révélez, Olivier, c'est la division de l'Europe. On en parlait sur ce même plateau la semaine dernière. Il y a un bout d'Europe aujourd'hui qui, via les institutions, critique Israël et de manière unique, les uns et les autres séparément viennent ici pour se servir. L'Europe a du mal à dire merci aux Israéliens, et c'est tout. Le chancelier autrichien n'avait jamais du mal à dire merci à Israël. Et ça, c'est compliqué. On va continuer à aider l'Europe, mais on en a un peu marre en Israël d'avoir ce double langage. D'un côté, des premiers ministres qui viennent et qui nous embrassent, de l'autre côté, oui, pardon. Allez-y, André, en 30 secondes. Olivier. Oui, en 30 secondes. Je voudrais dire à Olivier simplement quelque chose qu'il sait très bien. On peut parfaitement aimer Israël, faire un tas de choses avec Israël et de temps en temps critiquer la politique israélienne. Oui, on ne peut pas à la fois demander à Israël des vaccins, de l'aide médicale, parce que, je vais vous dire un secret, André, un secret à toute la chaîne. Il y a des hommes d'État d'Europe qui sont venus en Israël et ont demandé en secret qu'Israël transfère d'urgence des vaccins parce qu'il y avait des manquements en Europe. Mais ça, il ne fallait pas le dire. Moi, je vous le dis ce soir. Maintenant, en parallèle de demander aux Israéliens en cachette des vaccins, en cachette des vaccins, et puis de manière officielle attaquer Israël, c'est quand même un peu dégueulasse. André ? Non, ce que je voudrais dire simplement, que ça c'est de la politique politicienne, vous le savez très bien, Olivier, et Benjamin, et Ali, et Noémie. Il faut séparer deux choses. Au moment formidablement important, vous le savez très bien. Juste, je veux dire quelque chose pour Israël. Israël ne peut compter que sur lui-même, il a toujours compté sur lui-même, et toutes les nations, et on voit très bien à côté de chez vous ce qui se passe quand des nations ne peuvent pas avoir les moyens de compter sur elles-mêmes. Il n'y a plus d'État. On sait très bien ça. Sur le fond, une nation, hélas, ne peut compter que sur elle-même quand il y a une très grande difficulté. Et c'est pour ça qu'Israël a tenu, d'autres pays tiennent moins. Mais pour revenir au Covid, simplement, effectivement, il y a une mobilisation. Effectivement, on peut se poser des questions. Nous, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on n'a pas le vaccin chinois, pourquoi on n'a pas le vaccin russe, pourquoi on n'a que AstraZeneca et Pfizer. Très franchement, c'est une question. Et Israël est en avance. Moi, je voudrais révéler encore un petit secret. Qu'il y a plus d'Israéliens qui critiquent M. Netanyahou que les Européens qui critiquent M. Netanyahou. Et on en parlera jusqu'au 23 si vous voulez bien. Allez, place maintenant. Je pense qu'Ali Waqued ne vote pas Netanyahou.
comment c'est passé. Ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Ces 9 minutes interminables durant lesquelles George Floyd, afro-américain, est à terre, étouffant sous le genou d'un policier. Des images qui avaient provoqué des manifestations monstres dans une Amérique baignée par un racisme ordinaire. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui? Cette semaine, l'Amérique se penche sur elle-même avec le procès du policier responsable de la mort de George Floyd. Et pour en parler, nous retrouvons en direct depuis Washington Philippe Gassot. Bonsoir Philippe. Alors, on va vous entendre, j'espère, dans quelques instants. Philippe, le procès devait débuter aujourd'hui. Oui, je vous entends bien. Ça y est, je vous entends aussi. Le procès devait débuter aujourd'hui. Finalement, il ne débutera que demain. Ce qui pose problème pour l'instant, faisons un tout petit point technique ensemble, ce sont les charges exactes qui pèsent sur Derek Chauvin. Oui, vous savez, les charges qui pèsent sont avérées, j'allais dire, dans le public qui est venu là-bas. Il y a des manifestants qui sont venus pour réclamer que justice soit faite. Le palais de justice est un véritable camp retranché avec barbelés, avec policiers, des centaines de policiers et de militaires qui vont essayer de maintenir l'ordre. Mais ce que l'on demande, eh bien, c'est que le policier, que le monde entier a vu le genou sur la carotide de George Floyd, soit jugé et qu'il prenne le maximum. C'est ce qu'on est venu demander. Alors, on a pu rencontrer un petit millier de manifestants, mais des manifestants qui paraissaient extrêmement pacifiques, des manifestants qui ont posé le genou par terre pour demander et pour dénoncer les violences policières et demander encore une fois que justice soit faite. Donc on n'est plus dans l'explosion, on n'est plus dans les voitures calcinées, les vitrines brisées, le commissariat en feu et des balles à tir réel. Là, on a l'impression qu'on a baissé d'un ton, mais il faut quand même expliquer qu'on n'est plus en période de présidentielle et que on n'a pas comme cible également la survie politique de Donald Trump. La page a été tournée. Donc ce que l'on demande maintenant, c'est que les charges que le monde entier a reconnues soient appliquées dans le tribunal, avec les difficultés qu'il y a dans la justice américaine, notamment pour choisir le jury. Vous savez que le jury, 12 personnes en colère vont devoir juger. Et là, tout est important pour la défense. Je veux dire que la couleur de peau, que ce soit un homme ou une femme, etc. Donc ça a été très compliqué. On a pris un peu de retard. Et ce que veut la défense et ce que la défense met en avant, ce sont des éléments qu'on n'avait pas considérés comme fondamentaux à l'époque. On a même considéré que ces éléments étaient déplacés, c'est-à-dire le curriculum vitae de George Floyd vis-à-vis de la police. Il est connu par les services de sécurité depuis une vingtaine d'années. Il était drogué. C'était un trafiquant de drogue notoire. C'est un homme qui se droguait lui-même lorsqu'il a été arrêté. Et son corps contenait 4 composants de produits toxiques, dont le fameux fentanyl. Vous savez, le fentanyl, c'est un élément qu'on utilise en médecine et qui est 50 fois plus toxique et, entre guillemets, droguant que l'héroïne et 100 fois plus que la morphine. Donc, ce que va faire la défense, c'est d'utiliser des éléments qui n'avaient pas paru, car on trouvait ça, encore une fois, tout à fait déplacé quand il y avait une victime qui avait été étranglée par un policier. Mais pour la défense, eh bien, les choses ne sont pas simples, bien évidemment, mais l'argument massu, ce sera de dire, c'est vrai que le policier est peut-être allé un peu trop fort, un peu trop loin, mais si George Floyd est mort, c'est qu'il a fait une overdose de fentanyl. Voilà où on en est. Alors, vous soulevez évidemment beaucoup de sujets à la fois sur la défense. On va aussi parler juste après la pause des conséquences aux États-Unis de cette affaire George Floyd. Est-ce qu'elle a pu permettre de changer les mentalités? Est-ce que dans le monde entier, on a aussi manifesté au nom de George Floyd? Ça a fait changer les choses. Philippe, restez avec nous. Les uns les autres, restez aussi avec nous. On va marquer une petite pause et dans quelques instants, suite de nos grandes gueules Moyen-Orient, à la fois sur la récupération ou non politique dans le monde, notamment en France, aussi en Israël, de cette affaire Floyd. Est-ce qu'on peut comparer les différents racismes selon les pays? Et puis, en ce 8 mars, journée internationale du droit des femmes, n'y a-t-il pas un gouffre aujourd'hui entre les revendications des féministes d'hier et celles d'aujourd'hui? Nous en parlerons notamment avec Fabienne El-Khoury, porte-parole nationale d'Oser le féminisme, entre l'éviction des Monsieur Patate et autres écritures inclusives. La cause n'a-t-elle pas été dévoyée? On vous posera la question. On vous a aussi posé la question sur Twitter. Vos réponses juste après la pause. À tout de suite.
du lundi, merci de nous rejoindre. Seconde partie avec ce soir Olivier Rafovitch, colonel de réserve de Tsahal, spécialiste en communication de crise, Ali Waquet, directeur de la chaîne i24 News en arabe, Amnouch Almani à Paris, écrivain éditorialiste international, ainsi qu'André Berkoff, écrivain éditorialiste politique, et avec nous également, en direct depuis Washington, Philippe Gassot, notre correspondant aux États-Unis. Rebonsoir mon cher Philippe, juste avant la pause, on parlait ensemble de cette affaire Floyd, puisque le procès de ce policier sous le genou duquel Floyd est mort au bout de 9 minutes absolument interminables qui ont fait le tour du monde, commence cette semaine. Anouch Almani, j'aimerais commencer avec vous le tour de table autour des conséquences de cette affaire. Il y a à la fois des conséquences autour du racisme ordinaire aux États-Unis, à la fois des conséquences et de la récupération politique, mais d'abord peut-être, Abdou, c'est ce qu'il ne faut pas parler de la police américaine. Parce que des suites de ce procès et du verdict de ce procès va peut-être découler des conséquences dans l'organisation de cette police et de son comportement au quotidien. Mais oui, mais totalement. D'abord, moi, j'en peux plus de cette prime au malheur. C'est qu'au lieu de se réjouir, il y avait de quoi se réjouir. Après le meurtre auquel tout le monde a assisté en direct de George Floyd, on a quand même vu dans le monde entier une prise de conscience, puisqu'on l'avait tous vu pendant ces 9 minutes effroyables. C'est évident, le type est coupable, un homme est mort sous nos yeux, et il y a eu peut-être pour la première fois, parce que c'est pas la première fois que la police tue un Afro-Américain sous les écrans. On a vu à Los Angeles Rodney King, etc. Mais là, c'est quand même la première fois qu'on sent que le racisme ne passe plus et que ce soit aux États-Unis ou en Europe, la mobilisation a été générale et je crois qu'il y a de quoi se réjouir. Maintenant, on a préféré, comme d'habitude, politiser l'affaire, le récupérer, essayer de prendre la situation américaine et la coller de force sur des situations européennes ou d'autres en disant « regardez, c'est partout pareil ». Eh bien non, parce que si la police américaine effectivement tue davantage d'Afro-Américains, c'est parce qu'elle tue davantage de pauvres, et parmi eux, il y a des Latinos, il y a des Asiatiques, il y a des Blancs, et c'est surtout dû au fait, il y a un problème avec la police américaine, 1000 morts par an, c'est énorme. C'est aussi le fait que les armes étant en vente libre aux États-Unis, quand vous voulez appréhender quelqu'un, vous ne savez pas à quel point il est armé, ce qu'il peut vous faire, donc il y a une espèce de système de se défendre, et à la base, chaque police municipale, fédérale, tout ça, a une spécificité qui fait qu'il n'y a aucune uniformisation sur le territoire américain, et que cet esprit un peu cow-boy qui préside aux États-Unis dans les forces de l'ordre, accentué par le fait que ce soit surtout des formations militaires, et enfin accentué depuis le 11 septembre de la peur légitime du terrorisme qui a débouché sur aussi cette espèce de violence qu'on n'arrive pas à juguler parce qu'il n'y a pas des normes, j'allais dire, fédérales qui s'adaptent à tout le monde. Donc avant de hurler dans tous les sens, constatons qu'il y a aussi un problème avec la police qui ne tue pas que des Afro-Américains, mais aussi des Blancs, et n'essayons surtout pas de caser un phénomène qui est vraiment américano-américain sur tout le reste du monde, parce que comme là, vous parlez de la récupération. C'est les États-Unis, et on essaie désespérément de faire entrer. Vous parlez de la récupération. Philippe Gassot, Philippe, justement, en parlant de ça, depuis un an, est-ce que ces images qui ont fait le tour du monde, avec les manifestations dans le tour du monde, Philippe, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans la société américaine? Est-ce qu'il y a une prise de conscience, ou alors c'est comme Abdou l'a dit tout à l'heure, une affaire parmi d'autres, comme il y a eu d'autres exemples terribles? Non, ça a été une affaire parmi d'autres, parce que ce que je viens d'entendre est frappé au coin du bon sens. Il faudrait que les choses changent aux États-Unis, il faudrait qu'il y ait moins d'armes. Il y a 300 millions d'armes qui se baladent aux États-Unis, c'est comme ça. Et lorsque l'on vous dit que les démocrates vont changer les choses en ce qui concerne les armes, ça n'est pas vrai du tout. On veut dormir aux États-Unis avec son Colt dans sa table de nuit ou son spécial 38 sous l'oreiller. C'est comme ça que ça se passe. Il y a eu des manifestations, mais juste à la marge pour dire ce serait pas mal qu'on fasse un constat, j'allais dire, mais sur le racisme hospitalier, sur les gens qui vont acheter des armes, parce que ça serait dommage de vendre des armes à des gens qui sont éminemment dangereux. Mais ça se fait d'abord depuis toujours, et puis ça n'a absolument pas changé le problème. Donc changer la société américaine va prendre des centaines d'années, parce qu'on n'est pas du tout prêt à le faire. Alors ce que l'on voit, c'est davantage d'affichettes devant les maisons de Black Lives Matter. Évidemment, là, on a été extrêmement touché par cela. Il y a eu des manifestations devant chez Trump, devant la Maison Blanche. Pendant des mois, vous avez une partie de Washington
qui a été consacré comme un sanctuaire contre le racisme. Alors évidemment, la personne qui était visée en période électorale, c'était Donald Trump. Petite parenthèse en passant, les Noirs ont davantage voté pour Donald Trump à l'élection présidentielle qu'il a opposée à Biden qu'il y a 4 ans, lorsqu'il s'est présenté et qu'il avait remporté l'élection. Alors, merci, vous voyez, Philippe. le changement est tout à fait discutable. Merci beaucoup, Philippe Gasson, en direct avec nous depuis Washington. Des réactions parmi nos grands. Ali Waked. Benjamin, Philippe parle de 4 composants toxiques qui ont été découverts dans le sang de M. Floyd. Même si 16 composants toxiques ont été découverts dans son sang, il ne devait pas subir la mort dont il a subi. Ça, c'est 1. 2, je pense que le procès ne doit pas être le procès du policier Derek Chauvin. Il fait partie d'un établissement américain. Ça doit être un procès de la suprématie blanche américaine et conservatrice, dont le plus haut symbole et représentant était le président Trump, qu'au lieu de mener un processus de réconciliation auprès de la société américaine, il a proposé de mener la garde nationale pour opprimer les manifestations qui ont eu lieu contre la façon dont Floyd a subi sa mort. Mais donc, ce que dit Philippe Gasson, c'est que les Afro-Américains ont voté en majorité Trump. Et ils ont voté, je sais, en majorité, je suis sûr que c'est pas en majorité. Il y avait une augmentation du taux des Afro-Américains qui ont voté pour un candidat républicain que par rapport aux élections précédentes. Ça, c'est un. Mais de la façon dont M. Trump a essayé de mener, et je pense que le plus grand avantage de cet incident tragique, c'est qu'il a contribué énormément au fait que M. Trump a été remplacé. Alors Philippe Gasson, répondez en 30 secondes. Oui, non, j'ai l'impression que lorsque on accuse les policiers, on a tout à fait raison. Vous savez, hier, on lisait une liste de bavures policières aux États-Unis. La feuille faisait presque 5 ou 8 mètres de long. Donc, il y a véritablement un problème. Et lorsqu'il s'agit de l'affaire Floyd, vous savez que il a été étranglé. Ça, tout le monde l'a vu et tout le monde le déplore. Mais je parlais de l'attitude de la défense. La défense va utiliser le non-dit qui concernait la victime, notamment qu'il a fait 5 ans de centrale parce qu'il a commis une attaque à main armée, il a mis son spécial 38 sur le ventre d'une personne enceinte chez elle. Donc tous ces éléments-là vont bien évidemment être utilisés par la défense. Et le fait qu'il ait été, j'allais dire, un représentant d'usage et de vente de drogue dans sa ville n'implique pas évidemment qu'il ait subi une condamnation à mort qui soit naturelle. Absolument. Évidemment que non. Absolument. André Berkoff à Paris, parce qu'au-delà, il y a Floyd, André, mais il y a aussi les conséquences mondiales. C'était sur ça que je voulais ouvrir les débats ce soir, sur les revendications mondiales, sur des familles, je pense à la famille Traoré en France, qui aujourd'hui, par exemple, prennent cet héritage-là. Est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il n'est pas légitime? Et on voit d'ailleurs à l'antenne cette Unitime. Écoutez, oui, j'aurais aimé que vous ayez la nouvelle photo de Assa Traoré dans un... je crois que c'est Victoria's Secret ou je ne sais pas. Non, le t-shirt Stella McCartney. Non, c'est Stella McCartney, bravo. Le t-shirt à 480 euros le t-shirt. Mais passons. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que franchement, il faut remettre dans son contexte. Évidemment qu'il y a eu un crime horrible. Mais je voudrais dire que les statistiques aux États-Unis, pour rester là-dessus, savez-vous qu'à 90%, les Noirs sont victimes de crimes commis par des Noirs. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont des Noirs, mais parce que la population pauvre, malheureusement, ça se situe, c'est comme chez les Latinos et ailleurs. Prenez les statistiques, regardez les statistiques américaines. C'est pas les flics, bien sûr que les flics tuent, mais c'est pas le problème des flics. C'est le problème de la criminalité aux États-Unis et qui malheureusement touche les populations les plus pauvres et les plus déshéritées. Donc, à un moment donné, il faut revenir. L'Amérique, évidemment, ça a été l'esclavage. Ça a été l'esclavage pendant des dizaines d'années, voire plus. Bon, et évidemment, c'est un passé terrible, et c'est un passé qu'on comprend très bien, dont on comprend très bien que les Noirs, eh bien, demandent réparation. Mais la réparation, elle ne peut pas se passer aujourd'hui avec 10 générations. C'est comme si on demandait, je pense aux Israéliens, mais vraiment, et je ne compare pas les colonisateurs blancs américains aux nazis, mais je veux dire que si je vais aujourd'hui en Allemagne, je ne vais pas demander à ce qu'on tue 10 à 20% des jeunes Allemands. Il y a eu ce qu'il y a eu et on sait ce qu'il y a eu. Mais ça ne se passe plus comme ça. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un extraordinaire progrès
et il faut le dire, de la cohabitation aux États-Unis. Il ne faut pas l'oublier. Il faut voir le nombre de gens qui font des choses et qui réussissent très très bien. Donc, le problème du racisme ne doit pas être posé à sens unique. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a le tsunami des revendications woke, vous savez, cancel culture. C'est-à-dire, chacun, c'est la concurrence victimaire. Oui. Moi, je suis une victime, toi, t'es une victime, t'es queer, t'es ceci, t'es cela. Et c'est ça le problème de Floyd et compagnie. On est dans une pleine concurrence victimaire, et franchement, pour moi, un salaud est un salaud qui soit blanc, noir, basané, de quelque religion que ce soit. C'est ça le message qui compte. D'assignation à résidence. On va parler de revendications dans un instant. Voilà. Un mot, Olivier Rafovitch, on va passer à notre dernier sujet. Non, j'écoutais la réaction d'Ali Waked avec une vision un peu mélanchoniste. C'est-à-dire qu'on prend ce procès-là pour accuser toute l'Amérique, tous les Blancs, le monde entier. Et quelque part, ça, c'est exactement le carburant pour créer la fracture dans le monde entre les populations, entre les sociétés, et vous qui êtes quelqu'un qui voulait... Attendez, je dois finir. Vous qui voulez vraiment... Non, mais attendez. Vous voulez d'un côté la paix au Moyen-Orient, et vous, en fait, vous appelez à la fracture. Parce que vouloir accuser toute l'Amérique parce que un policier salopard, raciste, a tué un homme en direct, et que l'image a fait la une de tout le monde entier, c'est un fait. Mais de là à vouloir... Un président qui n'a pas osé te condamner. Est-ce que vous avez entendu M. Trump condamner? Oui, mais vous avez une vision, excusez-moi. Oui. On vous en parle, nous, simpliste, binaire, et qui met de l'essence, du carburant dans ce feu. Le feu, il peut être gigantesque, Ali Waked. Il peut être mondial. Il peut être dans le monde entier. La question de savoir, est-ce que d'un tel procès, on l'utilise pour mettre le feu au monde entier, parce que le racisme, il est mondial. Il est anti-noir, il est anti-arabe, il est anti-juif, il est anti-yézidi, il est anti-iranien, il est anti-tout. Il est anti-blanc aussi. Il est anti-blanc aussi. Ou alors, on trouve le moyen d'un autre narratif. Parce qu'il y en a marre. Ce que vous parlez, en fait, on en a assez. C'est facile. C'est du fascisme. Vous parlez en fait, c'est du fascisme dans la réflexion, parce que tout devient facile. Il y a les bons et les méchants. Alors si c'est les bons, alors on va être avec eux. Traoré. Parce que l'établissement américain choisit le projet facile Traoré ou Floyd, ce sont le pauvre policier qui a commis une faute. Traoré ou Floyd, le ce sont des événements. D'un établissement. Non, attendez, mais arrêtez. Olivier, il y a notre dernier invité qui attend. Il va falloir conclure ce débat. Traoré ou Floyd, ce sont des phénomènes très graves qui demandent justice, mais une justice qui est à la hauteur de l'événement. C'est pas une révolution mondiale qui doit en découler, ni un feu. Ça doit être. Bien. Écoutez, on pourra continuer le débat une autre semaine, puisque ce procès va commencer demain. On le suivra évidemment les jours prochains. Je vous réinviterai les uns les autres pour en parler. Mais si vous voulez bien, puisque nous sommes aujourd'hui le 8 mars, c'est la journée internationale, et c'est à vous, mesdames, que nous allons dédier notre dernière partie. Une journée officialisée par les Nations Unies en 1977, celle du droit des femmes. Et ce soir, nous allons nous arrêter sur les combats de celles qui tentent de les représenter depuis un demi-siècle, les féministes, car d'Elisabeth Badinter au Femen et jusqu'à Oser le féminisme, les combats ne sont plus franchement les mêmes, Noémie. Absolument, historiquement, on peut discerner deux vagues de féminisme qui se sont succédées dans le temps. La première à partir des années 60 et la seconde à partir des années 80 environ jusqu'à aujourd'hui. La première, elle s'attachait à conquérir des droits civils et sociaux, et la seconde se concentre surtout sur du travail domestique et de la sexualité. Par exemple, les féministes d'antan se battaient pour le droit de vote, permis de conduire, tenue d'un compte en banque nominatif, contraception et planning familial, lutte pour le droit à l'avortement. C'était un combat pour l'égalité et l'indépendance. Aujourd'hui, alors que ces combats sont pour la plupart gagnés, une nouvelle génération de féministes plus radicales est apparue avec d'autres revendications plus diverses et variées. Citons-en quelques-unes. La parité pure et parfaite en politique, des protections périodiques gratuites, la défense du football féminin, l'écriture inclusive et la lutte contre les stéréotypes de genre. Et pour en parler, je vous propose de retrouver en direct depuis Paris notre invitée Fabienne El-Khoury. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole nationale de Oser le féminisme. Fabienne, les combats des féministes ont beaucoup changé. Vous avez entendu la liste dressée par Noémie. Quelle est selon vous la priorité en 2021 du combat féministe ? Je pense que le combat féministe, il était tout le temps varié. On avait toujours différents fronts.
on a tout le temps en tête la libération des femmes des violences faites aux femmes, des violences masculines, des violences économiques, des violences de justice. Effectivement qu'aujourd'hui, on a d'autres droits à défendre que des droits déjà acquis, même si aussi on est toujours solidaire avec toutes les femmes du monde entier où dans plusieurs pays, elles n'ont pas les droits qu'on a en France. Et j'ajouterais à la liste déjà listée des droits qu'on cherche à acquérir la déconstruction des violences faites aux femmes, l'arrêt de ces violences, par exemple les violences sexuelles, les violences sexistes, les violences économiques, la différence d'écart salarial qui est toujours pas là. Voilà, et aussi l'arrêt d'impunité des agresseurs qui sont majoritairement impunis en France. Du coup, je ne pense pas qu'il faut faire vraiment une différence entre les luttes avant et les luttes d'aujourd'hui. C'est une continuité. On essaye de changer une société. Vous dites continuité. On entend aujourd'hui quand même des combats qui ont changé. L'écriture inclusive, Oser le féminisme par exemple, avait rendu un fémage à Agnès Varda il y a quelques mois au lieu de hommage. Il y a même ces jouets comme Monsieur Patate qui disparaissent désormais aujourd'hui au profit de jouets non genrés. Il n'a pas été dévoyé aujourd'hui le combat des féministes quand on entend ces combats-là? Il s'agit vraiment d'une continuité car on a toujours lutté pour visibiliser les femmes. En fait, on dit que le patriarcat, il invisibilise les femmes. Dans l'histoire, on a invisibilisé par exemple les femmes scientifiques, toutes les avancées que les femmes ont fait. Et en fait, le langage aussi, c'est un moyen d'invisibiliser les femmes. Et ce que nous, on cherche de faire, c'est de pas vraiment féminiser le langage, mais un peu de démasculiniser, de faire que le masculin ne l'emporte pas. Ça fait vraiment une continuité de cette lutte qui fait à visibiliser ce qui était invisibilisé, à démasculiniser ce qui doit être un droit pour tout, un langage pour tout le monde. Alors je vous remercie Fabienne El Khoury d'être avec nous. J'entends les réactions de nos grandes gueules, par exemple Amnou Salmani, parce que vous ce matin en allumant votre radio et en entendant justement cette journée dédiée aux femmes, vous avez considéré que c'était du pleurnichage tous ces combats. Ben non, mais au-delà de ça, c'est vrai que je me suis réveillée, c'est devenu, alors que c'est une journée importante historiquement, qui, dans l'histoire, je n'oserais rappeler, le 8 mars 1979, dans les rues de Téhéran, où beaucoup de féministes occidentales étaient allées soutenir les femmes iraniennes qui allaient bientôt être mises sous foulard et sous juridiction islamique. Mais là, aujourd'hui, effectivement, je me suis levée, ce que j'ai entendu, c'est que je suis une pauvre fille, je suis faible, je suis éternellement victime, il n'y a pas eu de progrès et la seule chose qui va me sauver, c'est la gratuité des protections périodiques. Au secours. Donc non, je ne suis pas d'accord. C'est pas juste une continuité, c'est une véritable rupture et un abandon de ce qui est. Moi, je suis ce qu'on appelle une féministe libérale, traditionnelle, d'avant-hier, si vous voulez, je m'en fous. Mais moi, ce que je sais, c'est ce qui importe, c'est effectivement l'égalité. Égalité dans le sens où, homme comme femme, s'il a le désir d'être camionneur, d'être chef d'entreprise, quoi que ce soit, il n'y ait aucune entrave du fait de son sexe. Et oui, je dis sexe, je ne dis pas genre. C'est ça, l'égalité. Ce que je vois, c'est que par exemple en 2019 en Île-de-France, un quart des entreprises créées l'ont été par des femmes. Ce que je vois, c'est que Marie Curie n'avait pas besoin qu'on lui fasse des protections périodiques gratos pour prendre la place qui était la sienne. Ce que je remarque, c'est que Golda Meir n'avait pas besoin de parité en politique pour devenir présidente de l'État israélien. Ce que je vois, c'est que quand les femmes veulent, à l'époque où elles n'avaient pas, oui, première ministre Golda Meir, quand elles n'avaient pas un quart des droits que nous avons aujourd'hui, elles ont pris leur place qui a été donnée. Juste, j'ai encore une petite chose à dire, mais je rappelle, et c'est juste comme ça, tout le monde sait, c'est assez populaire, vous savez, dans le Parrain 3, la crosse, c'est le vrai pouvoir, ne se donne pas, il se prend. Eh bien, moi, j'exhorte les femmes à prendre le pouvoir là où il est. Elles y sont arrivées avant-hier, avant-avant-hier, quand il n'y avait aucune des protections auxquelles on bénéficie aujourd'hui, elles sont capables de le prendre demain. Pour ce qui est d'oser le féminisme, moi, ça me fait rire. Non, vous n'êtes pas là pour les femmes du monde entier. Vous étiez où quand il n'y a eu plus
de 1000 adolescentes blanches, comme c'est votre vocabulaire, qui ont été prostituées par un réseau de chauffeurs de taxi britanniques d'origine pakistanaise. Pas un mot sur tous vos tweets, etc. Vous en foutez. Vous en êtes où sur les 200 000 mariages forcés qui existent encore en France? Rien du tout, que dalle. Vous en êtes où sur l'excision? Rien du tout. Vous en êtes où quand il s'agit de défendre Mila? Vous êtes nulle part. Vous êtes où quand Tariq Ramadan, qui est quand même mis en examen pour 4 viols, et les autres n'ont pas pu venir en justice parce que c'était trop tard et qu'il y avait la prescription, pendant qu'il prend la parole alors qu'il est sous l'accusation de ces 4 viols et qu'il prend la parole quelque part pas très loin d'une salle du cinéma où on passe J'accuse de Polanski avec des lycéens, pas pour parler de Polanski mais pour parler d'antisémitisme avec des profs d'histoire. Non, Osez le féministe manifeste devant le cinéma, empêche des collégiens et des lycéens d'avoir un débat sur l'antisémitisme. Mais par contre, il y avait une seule féministe d'Osez le féministe devant le local où Tariq Ramadan parlait. Donc non, en fait, vous êtes nulle part, vous êtes là pour ajouter des traits qui ne changent rien et c'est tout. Amnous, je laisse quand même Fabienne Coury vous répondre. Oui. Alors, en fait, pour répondre à la première partie de votre discours, je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire si une femme veut le faire, elle peut le faire, mais cette façon libérale de voir les choses, elle va ignorer les obstacles structurels que les femmes font face pour accéder à tout ça. Effectivement que Marie Curie, elle a eu 2 Nobel Prize, mais en fait, elle a eu quand même subi de plusieurs obstacles et elle était vraiment très génial pour arriver là où beaucoup de femmes n'ont pas arrivé. Quand on regarde par exemple le pourcentage des femmes qui ont eu... Oui, alors quand on regarde les pourcentages des femmes qui ont arrivé à ce qu'elle a fait, c'est très peu par rapport aux hommes. Pourquoi? Car on a des obstacles vraiment importants, structurels. Je vois votre point de vue libéral, mais nous, ce qu'on fait, c'est on fait une analyse structurelle. C'est pas juste, il s'agit juste pas de dire on est victime tout le temps. Oui. On dit que voici, on définit les obstacles, par exemple l'éducation sexiste, la police sexiste, le système judiciaire sexiste, et on essaye de déconstruire ça. Faites peut-être de l'éducation sexuelle au lieu d'éducation sexiste, ça marchera mieux en fait. Qui est... Ouais. Une femme sur 8 qui est victime de violences sexistes et sexuelles, on est victime. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus être des chefs ou des PDG ou quoi que ce soit. Pour répondre à votre... pardon? J'ai pas entendu, désolé. Amnous. Allez-y. En fait, pour répondre à votre deuxième discours, on est systématiquement contre toutes les agressions. Tariq Ramadan, on a fait plusieurs communiqués de presse, comme tous les autres agresseurs et violeurs. Alors peut-être on a raté quelques-uns, on n'a pas le temps, il y en a tellement, mais on ne distingue pas des agresseurs. On est contre tous les agresseurs, contre toutes les agressions. Et encore une fois, on essaye pas juste d'attaquer individuellement, mais essayer d'identifier les obstacles, mais aussi les inégalités structurelles. Noémie Aliwa, pour essayer de les défaire. Noémie Aliwa a une question à vous poser. Simplement rebondir sur ce que disait Amnous, c'est-à-dire cette vision peut-être un petit peu victimaire de la femme que peuvent avoir certaines associations féministes. On a l'impression, alors vous me direz ce que vous en pensez, qu'elles n'ont pas vu ce changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on voit toujours la femme comme une victime de l'homme, du patriarcat, et on ne voit pas qu'il y a eu un changement extrêmement important qui fait qu'aujourd'hui les femmes sont extrêmement puissantes et qu'on peut même considérer parfois, si on va encore plus loin, qu'elles ont pris le pouvoir et que les hommes, eux, sont peut-être se sentent en danger dans leur masculinité. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a eu malgré tout un changement au cours des 50 dernières années sur cette question de la femme ? Alors, bien sûr qu'on voit pas mal de changements, on a acquis pas mal de droits, mais on a encore beaucoup de droits à acquérir encore. Et je vois pas trop les femmes qui gagnent. On vit dans une société, comme je viens de dire, il y a une femme sur 8 qui est victime de violences sexuelles. Je ne parle pas de violences sexistes, et là on va de 90 à 100%. Mais ce sont des cas dont on fait des généralités, c'est peut-être ça la difficulté. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler d'une société sexiste et violemment sexiste envers les femmes quand ça reste des histoires tragiques mais qui restent minoritaires Alors je ne pense pas qu'une femme sur 8 c'est minoritaire. Je parle aussi... oui. Olivier Rapovitch. Moi j'ai une question qui me semble importante, c'est que vous parlez en fait du problème. Donc d'abord, je voudrais vous dire bonne fête pour toutes les femmes du monde entier. Je pense que toutes les femmes. C'est pas la fête, c'est la journée du droit des femmes. Mais c'est aussi la fête, une fête. Je pense que
évidemment, l'égalité des droits, c'est fondamental. Ça me paraît presque quelque chose de naturel. Il faut le combattre. Mais, à mon humble avis, c'est que vous vous trompez, non pas de combat, mais d'endroit pour combattre. Je pense que le gros problème du droit des femmes, il n'est pas en Europe, il n'est pas en France. Il est dans le monde arabe, il est en Afrique. C'est là que et en Inde, et en Chine. Mais le problème, c'est que lorsqu'on touche à l'islam, par exemple, ou à la religion hindouiste qui met les femmes dans des situations catastrophiques, là on touche la politique. Et là, c'est compliqué. Donc on s'attaque d'abord et avant tout à des problèmes du droit des femmes dans des démocraties qui sont elles-mêmes dans des espèces de tumultes internes où, heureusement, les femmes ont plus de droits qu'auparavant, et j'espère qu'elles en ont encore plus. Mais le vrai problème, c'est que quand on importe, par exemple, ce qu'on appelle des tatas qui arrivent d'Afrique pour exciser des milliers de jeunes filles en France et ensuite repartir dans des pays d'Afrique de l'Ouest, ça c'est une catastrophe. Le problème, c'est que toute cette réalité-là, elle est tellement horrible, elle est tellement reliée à la religion, entre autres, à la culture de millions d'individus qu'on ne peut pas le traiter. Donc, on va parler, encore une fois, de choses qui sont très importantes, mais qui ne sont pas... Vous dites, au fond, c'est pas l'essentiel. André, en 10 secondes, André, s'il vous plaît. 10 secondes, absolument. D'abord, je vais vous dire une chose. La première des choses, franchement, que devraient demander tous les féministes, c'est qu'on arrête cette farce d'une journée du droit des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire une journée? Il n'y a pas de journée des femmes. Il y aurait quoi? Il y aura la journée des poodles, il y a des journées des unijambistes. Je veux dire que la journée des femmes, il y a l'année des femmes, c'est tous les jours. Alors arrêtez avec ce gadget ridicule. Merci. Et deuxièmement, et aussi, je voudrais dire une chose. Vous avez dénoncé, Mme El Khouli, le libéral, mais il ne faut pas que votre combat devienne totalitaire et que ce soit une lutte entre femmes et hommes. Merci, Attention. merci. Fabien Lecoury, je suis désolé, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous voulez dire un mot en 10 secondes parce qu'il faut répondre à ce qui a été dit ou vous revenez une prochaine fois? Parce qu'on va être coupé par la pub. Dire qu'il n'y a pas de sexisme en France, c'est nier tous les chiffres sur les violences sexistes, sur l'éducation, sur les Merci beaucoup. On vous réinvitera. Je suis désolé, ça va couper. Merci à tous. On se retrouve demain soir, 20h pour les GGM.